Hello, Coucou Sarah. tu vas bien? Bah écoute, je suis contente de te retrouver là. Moi aussi, écoute, ça fait trop plaisir. J'attends juste. Bon, bah écoute, on est à l'heure, on a même une minute d'avance. Ouais, mais ça, c'est notre côté si suisse, on peut pas se refaire quoi. C'est ça, franchement, on est là même avant l'heure, donc trop bien. Comment tu vas? Tu vas bien? Écoute, on rentre d'un week-end en famille et ça me fait rire parce que finalement, on va parler ce soir de parentalité et tout d'un coup, je me postais là à mon bureau pour te retrouver et je me disais, ah, enfin un moment pour moi. Où on va parler de parentalité. Où on va parler de parentalité, mais où finalement c'est un espace où tu es seul et tu es dans autre chose que Mhm, dans la parentalité active, même si tu complètement. en parles. Et du coup, je suis contente parce que bah, j'ai cet espace-là et je te retrouve et ce sera le sujet de ce soir. C'est trop bien. Je me réjouis aussi du coup de la soirée qu'on va passer ensemble et de ce thème aussi. Surtout dans ce cadre-là. Donc, bah, c'est vrai que voilà, l'endométriose fait partie des handicaps invisibles. Et donc, c'est vrai que je trouvais ça bah, super aussi de pouvoir parler de cette phase du avant, toutes les questions qu'on peut se poser, etc. Donc, je suis super heureuse de faire ça avec toi ce soir. Hmm. Moi aussi, et je pense que voilà, ça s'inscrit dans une sorte un peu d'évidence, je trouve, ce live, parce que t'as commencé à avoir il y a quelque temps, et t'en Mhm, parleras bien sûr après, ce désir de maternité, et à commencer à me poser des questions via WhatsApp, en privé, et puis en fait, tout d'un coup, c'est un peu l'évidence de dire, mais finalement, ces questions-là, elles nous traversent toutes, mhm. et on a toutes besoin à un moment donné d'avoir quelqu'un aussi qui puisse y répondre et de pouvoir le faire là, comme ça, ensemble, bah, ça peut répondre peut-être à des questionnements de manière plus globale à Mhm. plus de personnes. Et Et peut-être tu... peut-être banaliser aussi justement, je pense que c'est très banalisé tant qu'on n'est pas encore en fait en essai bébé par exemple. Quand c'est un peu avant, je trouve que c'est compliqué aussi d'en parler à son entourage parce qu'on n'est pas forcément encore dans le projet, mais on se questionne quand même et voilà, on a quand même des interrogations et du coup, je me suis dit, bah en fait, on doit être plein, je pense, peu importe la maladie et la pathologie aussi, ou même dans notre histoire de vie en fait naturelle à chacun personnel. Donc je me disais que pourquoi pas partager aussi en fait ces moments de doute et de questionnement et peut-être que il y a certains aussi qui vont pouvoir participer avec nous ce soir et rajouter des questionnements que nous on n'avait pas forcément, tu vois, ou peut-être que nous on va en avoir où les gens vont se dire ah en fait j'avais jamais pensé à ça, mais effectivement donc j'ai hâte d'aborder tout ça ensemble quoi. Donc on peut commencer Carrément. quand tu veux. Ouais, moi aussi. Et juste, tu disais, tu parlais de l'endométriose comme quoi c'était une maladie invisible. Et justement, bah, pour sortir les statistiques par rapport aux maladies invisibles, parce que c'est aussi ce que j'aime visibiliser au travers de l'association, on est aujourd'hui statistiquement 50% de la population adulte en Suisse, en France, en Belgique, à vivre avec une maladie chronique, une diagnostiquée par un médecin, en tout cas, au minimum. Donc c'est énorme, c'est une personne sur Ouais. deux. Et voilà, et peut-être que ce qui reste d'autant plus invisibilisé encore, c'est tout ce qui peut nous assaillir en tant que comme doute, en fait, quand on est dans un parcours où veut devenir maman, parce que du coup, voilà, notre pathologie est déjà invisibilisée auprès de l'entourage, peut-être des fois de certains médecins, du travail, et donc on ose encore moins déposer ce qui nous traverse par rapport à ce désir de maternité, soit par jugement, soit qu'on puisse banaliser aussi ce qu'on peut nommer alors que Mhm. c'est pas rien du tout de se lancer dans la maternité en étant malade. Complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, donc je pense que ça va être un bel échange riche en beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on introduise un peu sur justement comment le désir de maternité il est venu chez toi et au travers, en parallèle de la maladie, parce que ça fait partie aussi de ta Mhm. vie et ton quotidien? Alors déjà moi et c'est vrai que je me retrouve aussi dans mon parcours quand j'entends les gens en parler, quand j'entends les personnes atteintes aussi partager leur vécu. Souvent on nous parle de grossesse, en tout cas de maternité très jeune dans le cadre de l'endométriose, en tout cas très tôt dans notre parcours de soins. Une fois qu'on a évidemment dépassé le stade de l'errance médicale qui est déjà un challenge en soi.
Mais c'est vrai que dans le cadre de l'endométriose, comme c'est une maladie qui est hormonodépendante et qui va nous handicaper aussi ben, au rythme souvent des cycles, c'est vrai que c'est ça qui est vite mis sur la table en fait quand on va chez le gynécologue ou chez le spécialiste. On va très rapidement nous parler justement, est-ce que vous avez un désir de grossesse? Est-ce que vous avez un projet bébé? Et c'est vrai qu'en fait souvent les médecins posent la question avant que nous-mêmes on se soit posé la question pour nous. Et c'est ça qui est assez troublant. Ça veut dire qu'on est assez mis au pied du fait en fait en lui-même, en train de se dire ah ben oui en fait c'est vrai que j'ai même pas eu le temps de moi d'y penser, mais la maladie fait que je vais devoir y penser aussi plus rapidement par rapport bah, justement à la qualité de vie, aussi bah, tous les soucis de fertilité qui va avec. J'en profite pour rappeler du coup un chiffre aussi, c'est que l'endométriose ça touche 1 à 2 femmes à peu près sur 10. Et donc, ce qui est énorme, et que c'est sur 1 à ces 2 femmes sur 10, il va y avoir 40% de ces femmes qui auront du mal du coup à procréer et qui auront besoin d'un suivi en fait au niveau de la fertilité ou d'un parcours justement médicalement assisté à ce niveau-là. Donc, ce qui est quand même, c'est pas une fatalité dans le cadre de l'endométriose, mais ça représente quand même un peu moins de 1 à 2 personnes. Donc voilà, je pense que c'est quand même aussi important de le souligner. C'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on va avoir forcément de l'infertilité qui va en découler forcément. Mais effectivement, c'est un sujet dont on parle très rapidement en fait chez les médecins, enfin en rendez-vous médicaux, pardon, dans le suivi médical. Et c'est vrai que moi, du coup, bah, comme beaucoup, j'ai été confrontée. Il me semble que la première fois qu'on m'a posé la question, je devais avoir peut-être 21 ans. Ah ouais. Et honnêtement, 21 ans, c'est assez tard pour mon cas parce que du coup, j'ai eu toute l'errance médicale aussi qui en a découlé. Mais si, par exemple, on m'avait découvert de l'endométriose dès mes premières consultations, bah, en fait, on m'aurait peut-être parlé d'infertilité ou en tout cas euh, oui, de ce sujet-là, en tout cas, je pense beaucoup plus jeune peut-être. En tout Mm. cas, je pense que la plupart, elles ont cette discussion entre les 18 et 20 ans pour celles qui consultent très jeunes et qui vont être diagnostiquées jeunes aussi. Donc, je trouve que c'est très jeune aussi pour aborder un sujet qui va être tant impactant, en fait, pour le reste de sa vie, quoi. Non, mais carrément, enfin, je veux dire, il y a évidemment plein de personnes qui souhaitent avoir des enfants très jeunes, mais c'est vrai que moi, à 18 ans, c'était le cadet de mes soucis et de mes Mm, questionnements, et ça aurait été compliqué, je pense, d'avoir ne serait-ce qu'un positionnement sur la question, tellement ça dépend aussi du contexte, de mhm. savoir si on veut des enfants ou pas, si on trouve la personne avec qui on veut le faire, si on a les moyens, la force de le faire, enfin voilà, donc ouais, Mhm. c'est, ça doit être assez intense de se voir poser des questions quand c'est pas le moment, en fait, pour soi. Moi, ça m'a toujours fait penser, tu sais, quand tu es jeune et que tu es en cours et qu'à la fin de ton cursus, on te demande déjà assez tôt qu'est-ce que tu vas vouloir faire plus tard. Et tu Hmm. sais, tu es là en mode, tu dis, mais attends, mais j'ai tellement le temps pour me projeter sur cette question. Et pour moi, ça me fait toujours penser à ça quand on va me poser la question en rendez-vous. Je sais que c'est inévitable, je sais que je Mm, vais la voir, mais à chaque fois, je me dis, mais en fait, oui, effectivement, plus le temps avance, plus l'étau se resserre aussi et plus ta prise de décision selon le contexte où est-ce que tu en es dans ta vie, selon, enfin, tu vois, je pense que tu n'as pas les mêmes préoccupations quand tu es dans ta jeune, tu vois, même pas avant la vingtaine, quand tu vas être dans la vingtaine et quand, par exemple, tu dépasses la trentaine. Tu vois, les enjeux sont pas pareils non plus, les mm. questionnements sont pas pareils non plus et tout devient aussi plus concret et paraît beaucoup moins flexible que, par exemple, tu vois, dans la vingtaine où tu dis, ah, mais si ça se trouve, je pense qu'on s'est tous projetés comme ça quand on était jeunes. Ah oui, à 25 ans, je serais mariée, j'aurais des enfants, j'aurais ma maison, tu vois. Et puis on voit à l'âge qu'on a aujourd'hui, en se disant, bah, en fait, à 25 ans, genre, Totalement. c'est clair que j'allais jamais avoir tout ça. Donc, donc je trouve que ouais, c'est un sacré challenge, c'est des sacrés questionnements et qui emmènent, je trouve, à beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur. Qui peuvent sembler insurmontables, comme certaines où on va se dire ah ben non ça a l'air simple et puis au final plus on va se rapprocher et plus on va se dire mais en fait non pas tant que ça. Il y a aussi tout l'âge aussi qui rentre en compte. On sait à peu près, ben voilà, les chiffres qui sont donnés souvent, c'est qu'à 35 ans, la réserve ovarienne, elle baisse quand même considérablement, pas à 50%, mais quasiment presque. Et ce qui est énorme aussi. Donc, je trouve qu'en fait, tout est stressant selon le laps de temps. Et c'est vrai que ce que je trouve de particulier dans la maladie chronique, en tout cas dans le cadre de l'endométriose, tu vois, pour mon cas, je trouve qu'en fait, le, quand tu compares en fait les années qui passent avec l'évolution, tu vois, de la maladie, l'évolution de tes douleurs, l'impact que ça a sur ton quotidien, etc. D'un côté, tu as l'impression que ça passe super vite et que tu as encore le temps. Et d'un autre côté, ben, en fait, tu te rends compte que quand tu regardes en arrière, que ben, oui, toute cette accumulation de jours de douleur, etc., ben, en fait, le temps, oui, il passe et tu n'as plus forcément beaucoup de temps
Ouais. autant qu'avant, tu vois, devant toi pour te poser des questions aussi. Je sais pas si c'est très clair ou si c'est abstrait, mais Bah, moi, je trouve ça carrément clair. Après, c'est vrai que bah là, tu parles dans le cas de l'endométriose. C'est pas forcément le cas pour toutes les maladies chroniques. Moi, ce que j'ai vécu avec la maladie chronique et la question de la maternité, c'était plus la question de finalement, je suis déjà dans quelque chose d'une fatigabilité qui est énorme en étant mhm. malade chronique. Et là où le tic-tac de l'âge peut faire peur, c'est sur cette question-là de attends, mais en fait, à 29 ans, je suis déjà aussi crevée que ça. Plus Comment? j'attends, qu'est-ce que ça va être? Et Ouais. puis, tu vois, t'as des personnes qui réalisent pas ça non plus, parce que quand ils en ont 50 ou 60, ils te disent, ah, mais à ton âge, moi, j'avais aucun problème, Oui. j'avais les gamins, je dormais 3 heures par nuit, j'allais bosser, tout ça. Puis, en fait, Mhm. ils réalisent pas que toi, le ressenti intérieur, c'est leur âge à eux. Exactement. Il y a Ouais, une ouais. espèce de dissonance comme ça. Et ça peut en fait, ce que tu nommes, je trouve assez intéressant parce que ce tic-tac aussi, c'est le terme que je vais utiliser ce soir, hein, j'ai pas de grande théorie par rapport à ça, ça crée, j'ai l'impression, une sorte d'insécurité parce qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de, OK, faut y aller vite, faut vite se positionner, faut un peu Mhm. enchaîner parce que sinon la réserve ovarienne, elle baisse, parce que sinon je suis trop crevée, machin. Et en fait, moi, ce que j'ai besoin de nommer, en tout cas ce soir dans ce live, c'est cette question que il est essentiel d'avoir des bases de sécurité pour pouvoir rentrer dans la parentalité. Et ça, je pense que c'est vraiment important de se le rappeler parce que la maladie chronique, elle peut tellement nous sortir du sentiment de sécurité Mhm. tous les jours, en fait, en ayant ce côté impermanent au niveau du corps, le fait qu'on ne sait pas si nos ressources financières vont pouvoir rester en fonction de si on est considéré par l'État ou pas, ou si nos dossiers sont refusés à l'AI ou à la MDPH en fonction du pays où on est, tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose d'hyper insécure avec la maladie. Le fait que des gens peuvent nous tourner le dos, le fait qu'on ne sait pas si notre boulot ça va pouvoir durer, tout ça. Mhm. Et euh, je pense qu'il faut replacer des bouts de sécurité si on veut rentrer dans cette parentalité, parce qu'on va devoir aussi apporter de la sécurité à un enfant. Mhm. Et je pense que là, il y a un gros challenge en fait. Sur cette question-là, ça veut pas dire surtout pas d'injonction de il faut absolument se sentir sécure sur tous les plans, pas du tout, hein. Mhm. Et j'en parle avec beaucoup de recul parce que pour juste montrer à quel point j'étais insécure dans ma grossesse, j'étais quasiment dissociée pendant 9 mois parce que j'avais vécu une fausse couche juste avant. Donc et ça n'empêche pas aujourd'hui d'avoir une relation à ma fille absolument extraordinaire. Il y avait plein d'endroits où j'étais insécure, mais il fallait une base solide à certains endroits. Un toit sur la tête, un partenaire en qui j'avais réellement confiance, de l'argent, même si c'est au minimum, mais où je pouvais me dire, je vais pouvoir acheter des couches à mon enfant, ou voilà, lui donner Mhm. de l'alimentation. Enfin, ça peut paraître tout bête, mais on sort tellement de cette sécurité-là en tombant malade, que il faut rappeler qu'il y a des bases, qu'il est essentiel d'avoir un minimum à l'intérieur ou à l'extérieur de soi pour se lancer aussi si on le peut. Et évidemment, c'est toujours si on le peut. Évidemment, des fois, on tombe enceinte et puis les choses se font et c'est comme ça et c'est la vie et c'est OK. Mhm. Mais si là, on est en train de parler de désir, donc vraiment une question de démarche, dans la démarche, je me dis, c'est quelque chose qui peut être intéressant. OK, j'ai des parts insécures de moi. Est-ce que je peux travailler ça en thérapie? Est-ce que je peux Complètement. apporter quelque chose qui est un peu plus solide à ces endroits-là, tu vois? Mhm. Complètement. Un peu d'assainir, en fait, un peu tout avant de se lancer dans quelque chose. Je pense que c'est un parcours aussi qui, je pense, est très, révèle beaucoup de choses aussi au niveau émotionnel, au niveau aussi ben, de qui on est. Enfin, je pense que voilà, on évolue aussi beaucoup dans ce stade-là et je pense qu'effectivement, de faire en sorte, en tout cas, d'avoir les, les béquilles un peu nécessaires sur lesquelles on va pouvoir aussi s'appuyer et se dire, bon, ben voilà, effectivement, ça m'emmène par exemple de l'angoisse ou du stress. Ben, peut-être qu'une des béquilles, ça va être justement de pouvoir consulter quelqu'un de spécialisé, par exemple, dans la parentalité ou dans la maternité, pour aussi ben, pouvoir avoir un petit suivi aussi à ce niveau-là et avoir besoin de consulter au besoin. Je pense qu'on va en fait aborder aussi toutes ces béquilles un peu en fait qu'on peut mettre autour de nous pour justement avoir des ressources en fait mises à disposition sur lesquelles bah, on peut jongler en fait au fur et à mesure et piocher en fait au besoin. Hmm. Mais en tout cas, ce qui est sûr et qui parfois, je pense, peut être un peu compliqué, c'est que ça peut arriver que le désir de grossesse soit vraiment un désir hyper pur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est vraiment le truc qui ça m'a pris les tripes et juste
ok, là je veux un enfant et c'était pas pour répondre à des choses, tu vois, c'était pas parce que le schéma familial demande ça chez moi ou quoi que ce soit d'autre. C'était vraiment un désir qui venait des tripes, mais parallèlement à ce désir qui semblait super pur et intense, eh ben je me suis retrouvée confrontée à des angoisses. Tout d'un coup, mais en fait, comment je vais faire? Mais Mhm. comment je vais faire dans mon état? Parce que au moment, en tout cas personnellement, au moment où j'ai commencé à me dire à sentir que je voulais un bébé, j'avais des phases où j'étais pendant 20 jours d'affilée alitée dans mon canapé Ouais, et où j'avais du mal à juste aller prendre une douche en fait. Et donc, je trouve que c'est hyper dur aussi cette espèce de d'équilibre à trouver entre oh punaise, j'ai tellement envie, c'est un désir tellement profond, et en même temps ces petites voix à l'intérieur qui sont là, genre ouais mais ma petite cocotte, va falloir que tu arrives déjà à te lever pour aller te doucher, si tu veux pouvoir ouais, nourrir un enfant, le coucher, enfin de répondre à ses besoins physiologiques et primaires à lui, alors que tu arrives déjà pas forcément à répondre aux tiens à ce ouais, niveau-là. complètement. Mhm. Et Ça, ça, je pense que ça, je pense que c'est une réflexion que beaucoup de malades chroniques doivent se faire. C'est-à-dire que tu as des besoins fondamentaux. Ben voilà, il y a par exemple les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson qui existent. Et par exemple, ben, ces 14 besoins fondamentaux, tu es censé déjà les remplir pour toi-même. Donc, comme tu dis, si tu ne le fais pas déjà pour toi, si certains jours, ben, c'est déjà difficile de remplir certains besoins, effectivement, je pense que beaucoup ont ce questionnement de se dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et je pense que ouais, c'est une grosse source d'angoisse pour beaucoup de monde. Rien que là, d'y carrément, penser, tu vois, ça m'angoisse. Donc, je me dis, ah ouais, c'est vrai, comment? Alors ouais, comment? carrément. C'est la question un peu du soir, justement. C'est comment, justement, réussir à avoir cet équilibre entre, en fait, c'est un peu comme avec un nouveau traitement, par exemple, ou autre, qu'on peut Mhm. connaître dans notre parcours de soins, c'est connaître aussi les bénéfices-risques. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait facilement aussi, par exemple, se faire un peu une liste alors pas des pour et des contre, tu vois, mais des choses euh, plus qui paraissent plus évidentes, par exemple, que d'autres, tu vois. Euh, c'est vrai qu'effectivement, je me dis, mais quand tu es dans un état de fatigue chronique, avec des pics plus ou moins intenses, des pics aussi de douleur, je me dis, mais effectivement, moi, j'ai une question que je me pose quand je te vois, voilà, en story avec ta fille, etc. C'est est-ce qu'il y a des jours où vraiment tu n'y arrives pas? Est-ce qu'il y a des jours où tu arrives à passer le relais? Comment est-ce que tu as fait aussi pour arriver justement parce que ça, je pense que c'est des questions du coup que tu t'es posées en étant enceinte aussi. Comme tu Mm. dis, vu que c'était déjà des questions que tu te posais en projet quand tu as su que vraiment tu le voulais, tu vois, et que tu étais persuadée de ce désir-là, comment est-ce que c'est passé des angoisses à pouvoir mettre quelque chose en place, tu vois, genre d'optimal et de fonctionnel? Alors optimal, je sais pas, mais fonctionnel, ouais, quand même. Je veux juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux besoins fondamentaux. Moi, je trouve qu'il y a un truc très intéressant là derrière, c'est que euh, les besoins fondamentaux sont des besoins en général qui sont, j'ai envie de dire, relativement basiques. Des fois, on a oublié ce que c'était aussi un peu le basique. Mhm, Et moi, j'observe beaucoup les gens autour de moi dans la parentalité et je réalise à quel point beaucoup de personnes se mettent une pression de fou quand ils sont parents, en fait, à tout le temps faire énormément de choses, à être tout le temps en activité, à bouger, recevoir du monde, tout ça, c'est pas des besoins fondamentaux. mhm, Et en fait, c'est hyper bien de le rappeler parce que moi, des fois, je suis là genre, ok, j'aurais eu envie de faire plein de choses avec ma fille, de lui apporter des milliers de choses différentes. Et puis, en fait, est-ce que c'est vraiment de ça dont elle a besoin? Et mhm, c'est tellement bon de se le rappeler parce que même dans des moments où c'est très compliqué, être en présence avec ma fille, c'est quelque chose sur lequel je peux toujours me rattraper et y revenir. Tu mhm, vois? C'est que je peux être, si on va prendre un cas très précis, je peux être étalée dans mon lit, vraiment à 10 sur 10 de symptômes ou 9 sur 10, et être en présence à elle, en jouant avec elle, en se lançant des objets l'une à l'autre, en rigolant, en lisant un livre, tu vois, en étant dans du relationnel, en fait. mhm, Et il y a tellement, si on est un tant soit peu créatif, et si on l'est pas, on peut trouver ça dans des livres ou comme ça, il y a tellement de choses qui peuvent se faire, par exemple, en étant couché, tout en restant dans le lien et dans la relation. Tu vois, il y a vraiment cet aspect-là. Et si on répond encore de manière très concrète, moi, il y a une chose qui m'a vraiment mais sauvée, je pense, dans la parentalité, c'est d'identifier quelles étaient mes ressources
et qui matchait avec les ressources de ma fille. Ça paraît complètement con, mais ça s'appelle simplement la co-régulation. C'est-à-dire que souvent, on va proposer aux enfants des choses qui ne leur permettent pas de eux-mêmes se réguler et être bien et être dans la ressource. Par exemple, les emmener chez des potes, partir aux courses avec eux, faire des trucs comme ça dans 1000 transitions. C'est pas du tout ressourçant pour la majorité d'entre eux. Ou à l'inverse, on va faire des choses qui sont hyper sacrificielles pour son enfant et se dire, OK, bah, je l'amène à Yatouland ou à des trucs de gosses qui sont genre insupportables pour des personnes qui sont hyper sensibles et qui peuvent pas entendre des bruits de partout et de la lumière de partout. Et donc, en fait, très souvent, on est dans une espèce de dérégulation tous. Et du coup, ça nous met en tension. Mhm. Et en fait, moi, j'ai identifié, alors pas tout de suite, hein, quand ils sont nourrissons, c'est compliqué. Donc, quand ils sont nourrissons, en général, l'important, c'est de manger, de dormir, d'être sécurisé, d'être contre le corps de ses parents, ou en tout cas ceux qui jouent ce rôle-là. Mais là, ma fille, elle est un peu plus grande, elle a 22 mois aujourd'hui. Et par exemple, il y a un truc que j'ai identifié comme étant une ressource pour les deux, qu'importe mon état, même si je suis au plus haut des symptômes, c'est le fait d'aller dans la nature, notamment dans la forêt. Et en fait, ça, voilà, je peux demander à quelqu'un de me déplacer, ou bon, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai la forêt à 2 3 minutes à pied, et de pouvoir soit mettre, étaler un pagne sur le sol et jouer avec elle, ou si j'arrive un peu plus, marcher avec elle et passer 1 heure à regarder chaque insecte et bout de bois et l'admirer sous tous ses angles, eh ben ça c'est OK, qu'importe mon état, et ça c'est OK, qu'importe son état, parce qu'il n'y a pas que notre état, il y a l'état de Oui, nos enfants. mhm. Et il faut Complètement. composer avec ça aussi. Et moi, ma fille, des fois, elle a des colères, elle a des fatigues, elle en a marre, elle est chiante comme tous les enfants. Et dans ces moments-là, eh ben, elle va aussi beaucoup mieux. Donc les deux, on se retrouve à un endroit. Et il y a une autre chose que j'ai pu identifier, c'est la créativité. La créativité, ça passe par plein de trucs, tu vois, genre sortir un bout de pâte à modeler, faire un bout de peinture à doigts ou des choses comme ça. Et ça, qu'importe la position dans laquelle je suis, même si je suis super mal, en fait, je peux soutenir ma nuque, me poser comme ça, mettre des doigts dans la peinture et faire des bouts de dessin avec elle qui veulent rien dire et c'est OK. Et en fait, moi, je trouve ça hyper précieux et je sais pas si ça va parler à d'autres personnes ici, mais c'est vraiment d'identifier, OK, moi, déjà, qu'est-ce qui me fait du bien? Et c'est un Mhm, pas énorme quand on est malade parce que des fois, ça nous prend des années à juste sentir. Et encore quand je dis faire du bien, je mets des guillemets. Qu'est-ce qui fait mhm, que c'est OK pour moi? Tu vois, mhm, quelqu'un, ça peut être aller dans les bains thermaux, d'autres, c'est de monter à la montagne, j'en sais rien. En fait, d'autres, c'est de se mettre devant un livre. Et comment je peux transposer ça à mon enfant et voir si ça lui fait du bien aussi à l'enfant. Mais je mets ma main au feu et c'est pas un optimisme forcé que dans chaque famille, il y a des endroits où on peut se retrouver à ces niveaux-là. Et chez chacun, ça va être différent. complètement. Mais d'ailleurs, pour revenir aux besoins fondamentaux, se récréer, c'est un des besoins fondamentaux, clairement. Donc, se récréer, ça peut passer, tu vois, par plein de choses, justement, tout ce qui va être ces moments, justement, de reconnexion, les moments que tu passes en famille, les moments créatifs aussi, tu vois, de loisirs, etc. Tu peux te récréer, en fait, de plein de manières différentes et ça montre bien qu'il n'y a pas que les besoins physiologiques, en fait, qui sont importants, mais en fait, au même niveau, on a des besoins ben, émotionnels, psychologiques, relationnel aussi, comme justement le fait de ne pas être sollicité ou de ne pas forcément voir du monde, etc. Nanana, c'est aussi des moments importants et des besoins aussi. Donc, on parle toujours Mm. des besoins un peu dans les deux sens. Mais c'est vrai que du coup, je trouve ça déjà assez rassurant, tu vois, parce que tu dis, bah, en fait, je trouverai toujours un peu un terrain d'entente, en fait, tu vois, qui plaira à tout le monde, qui sera adaptable, tu vois, aussi à tout Mm. le monde. Et donc, c'est déjà, tu vois, plus simple que de se dire, il faut forcément tout le temps, tu vois, genre avoir de l'énergie, tout le temps être dehors, tout le temps stimulé. Je pense que des fois, le fait de ne pas forcément être stimulé, c'est aussi de la bonne, tu vois, stimulation. Enfin, je Tellement. sais pas, voilà. Le repos récupérateur, tu vois, un peu. Ouais. Euh, Et justement, en fait, moi, c'est l'expérience de maman qui me montre ça aujourd'hui, c'est que les enfants ont besoin d'espace de calme aussi, des temps mhm, calmes. Ils ont besoin de ça, comme nous. Eux aussi, ils ont une jauge d'énergie. Alors, bien sûr, qui déborde. Moi, j'ai une fille qui déborde d'énergie, vraiment. Et en même temps, bah, il y a des moments où elle a besoin aussi de calme, parce que si elle a de l'énergie, c'est bien parce qu'il y a des moments où elle peut récupérer quelque part. mhm, Et j'aimerais vraiment rappeler de nouveau cette notion de présence. Moi, c'est vraiment une des choses qui aujourd'hui fait le plus sens pour moi en tant que maman, c'est-à-dire que la présence, je vois qu'elle n'est pas forcément présente, la présence présente, dans toutes les familles.
Tu vois, des fois, je sors avec ma fille, je vois des parents avec leurs enfants dehors et qui sont en permanence sur leur portable. Ils sont tout le temps sur leur téléphone. Et ça me questionne parce que je me dis, mais moi, j'avais peur de manquer de présence à mon enfant parce que je suis malade. Alors que la maladie m'enlève pas cette présence à elle. Elle me demande de faire les choses différemment. Ça, c'est sûr. Elle me demande de la créativité. Elle me demande de faire des pas de côté, de composer avec mon état. C'est une évidence. Mais être en lien, être en lien, c'est quelque chose que je vois qui manque à plein d'endroits chez des gens qui sont pas forcément des personnes malades chroniques, en Mhm. réalité. Et des fois, je suis là, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de pire? C'est être une maman malade, mais vraiment avec ma fille. Moi, quand il y a ma fille, mon portable, il n'existe pas en fait. Mhm, Ou mhm. c'est d'être une personne qui est valide, qui va super bien, mais qui, quand elle a des espaces avec son enfant, n'est pas connectée à eux, tu vois? Je pense que ça fait partie aussi un peu du deuil un peu aussi perpétuel en fait de la maladie chronique où quand tu passes par certaines étapes, tu apprécies aussi beaucoup plus les choses. Je trouve il y a un moment où aussi quand tu as passé certaines phases justement de vie, tu apprends à apprécier beaucoup plus les petits moments, justement les petits détails, parce que tu sais que c'est ces moments-là qui va être important beaucoup plus que ben juste, tu vois, faire des gros trucs et vouloir un peu, tu vois, faire comme tout le monde. Je trouve que les moments aussi de qualité sont plus importants et que tu as beaucoup plus cette notion aussi en tant que malade chronique parce que tu sais à quel point ben, un moment simple peut à un moment donné tourner aussi, ben, comme par exemple en crise de douleur et que tout peut être aussi très changeant et très variable et qu'il y a beaucoup de facteurs différents. Et je pense qu'aussi le fait d'apprécier plus et de savoir se concentrer, tu vois, aussi peut-être sur certains sens, moi ça me fait penser aussi un peu à l'hypnothérapie, Mm. l'auto-hypnose. Souvent, ça, c'est quelque chose qu'on va te dire quand tu apprends l'auto-hypnose pour gérer tes douleurs. Par exemple, de t'imaginer, tu vois, dans un lieu. Donc, pour certains, ça peut être la nature, tu vois, ça peut être un endroit précis. Moi, typiquement, pour moi, l'auto-hypnose, c'est moi dans la neige en train de marcher avec mon chien, tu vois. Et en fait, ben, souvent, en psychothérapie, on va t'expliquer aussi que le fait d'avoir ces moments-là aussi un peu d'ancrage, en fait, où tu peux vraiment, ben, tu vois, te sentir vraiment genre en sécurité dans un endroit ben, où tu te sens bien, tu vois, etc., ben, ça te ramène aussi un peu aux priorités. Et j'ai Ouais. l'impression, tu vois, ça me fait penser aussi un peu à ça, de savoir se rattacher un peu au moment. Comme tu disais, tu peux aller te poser dans la nature, regarder ton enfant jouer avec des cailloux et regarder des insectes, tu vois, genre pendant 1 heure. Ça me fait aussi penser à ce système aussi un peu, ben, justement, d'ancrage, de profiter du moment présent. Et je pense que du coup, tu savoures aussi beaucoup plus tous ces moments que tu peux passer, tu vois, en famille aussi, parce que tu as plus cette notion-là aussi de qualité, en fait, de moments de qualité, tu vois. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à, par exemple, ce qui est une ressource pour toi, comme le fait de marcher dans la neige avec ta chienne. Eh ben, typiquement, ça, c'est un exemple hyper concret de, bah, au moment où tu auras un enfant, peut-être que c'est quelque chose que tu peux faire, toi, marcher avec ton enfant et ta C'est vrai. chienne. Et donc, c'est de se dire, bah, ok, alors qu'est-ce qui est confortable pour moi avec mes douleurs, avec ma fatigue? Est-ce que je porte mon enfant sur le dos dans ces gros sacs d'Euter? Est-ce que je les prends devant en koala parce que c'est moins douloureux? Est-ce qu'au contraire, on est plutôt sur la question d'une poussette ou le pousser sur un tricycle? En fait, c'est de se remettre une notion de choix aussi dans ses actions du quotidien, parce que les actions du quotidien avec un enfant, c'est pas des trucs hyper glamour, tu vois, genre c'est typiquement de sortir ou des trucs comme ça. Donc, comment je peux me redonner le choix de comment je porte mon enfant, rien que ça. Tu vois, comment Oui. je le porte, si je peux le porter, si je peux pas le porter, est-ce que c'est comment je le pousse, comment je le tire, et, et c'est là où on peut être créatif et original, et je pense qu'on l'a, malheureusement, on l'est souvent beaucoup quand on est malade aussi, Mhm. d'avoir bah, sur des questions très concrètes que les gens se posent jamais parce qu'ils arrivent juste à vivre une vie en automatique, bah nous on va devoir se dire ok, pour aller faire mes courses, moi je dois me faire comme ci comme ça, enfin voilà. Et donc c'est de pouvoir se redonner ce choix dans les petites actions aussi de la vie et partager ça avec son enfant parce que son enfant ça va être sa baseline. Donc si Mhm. sa vie ce sera d'avoir été porté par sa maman Sarah sur le dos dans un sac, eh ben il sera juste trop content parce que c'est sa vie et c'est comme ça, tu vois. Mais tu vois, moi, je pense même, encore même avant ça, ça veut dire que, par exemple, est-ce que tu as eu des questions comme, bon, ben voilà, en étant malade chronique, imagine, ben, j'ai mon bébé et puis en fait, je dois me faire hospitaliser, tu vois, par exemple, ou tu vois, des questions comme ça un peu, tu vois, moi, je pense même déjà à tout ça, limite, mais je pense que tout le monde se pose un peu, chacun à sa manière, un peu au niveau organisationnel, genre, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place avant
tu vois, tout ça pour pas me retrouver en fait au pied du mur le jour où ça m'arrive, tu vois, et pas où je me dise, ah ben, j'aurais dû me poser la question avant, tu vois. De me dire, bah, typiquement dans ces moments-là, comment est-ce que toi, est-ce que c'est des questions que tu te posais avant? Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées aussi, par exemple, ben, en postpartum, tu vois, ou quand tu étais sur le point d'accoucher? Est-ce que c'est des choses qui ont fait surface comme ça au fur et à mesure? Est-ce que tes angoisses, elles se sont plutôt, je sais pas, par exemple, calmées, tu vois, au fur et à mesure de la grossesse et plus le temps avançait, peut-être que comme plus tout était concret, c'était moins stressant aussi. Tu vois, je me pose aussi toutes ces questions-là vraiment sur même le avant d'avoir un bébé à la maison, tu vois. Mhm. Euh, Moi, au tout départ, j'étais juste dans, comme je te disais, ce désir pur, complètement biologique. Je voulais faire un bébé et je me suis posé relativement peu de questions à ce stade. J'ai même eu pas mal de colère envers les personnes qui venaient poser leurs propres questions de projection anxiogène. Type à 3 mois de grossesse, on me demandait déjà ah alors tu l'as inscrit à la crèche parce que c'est au bout des 3 mois de grossesse qu'il faut le faire. Sauf que Ouais. moi, ouais, tu vois, mais ça Ah je savais ouais, pas. Sauf que moi j'avais vécu une fausse couche avant avec Mickaël, donc 3 mois de grossesse, ça voulait surtout pas dire inscription à la crèche, ça voulait juste dire genre est-ce que mon bébé sera encore vivant à ce moment-là. complètement. Donc Ouais, ouais. chacun son timing. Donc j'étais vraiment hyper en colère avec ces questions et il y en a tellement et tellement des questions normatives. Tu penses à l'avenir et badadi, mais vous habiterez où, mais vous ferez comment, mais quel relais, machin. Donc moi ça m'a saoulée personnellement, mais il n'empêche que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes si on a des points d'anxiété à pouvoir gérer en amont et puis il n'empêche qu'aussi moi j'ai finalement géré des points d'anxiété en amont, alors assez tardivement dans la grossesse parce que j'ai vécu une grossesse, comme je te disais, très dissociée, tellement j'avais peur que mon enfant, voilà, n'arrive pas à terme ou voilà, lui arrive quelque chose de grave. Donc, je m'y suis pris tard, mais je m'y suis quand même prise et je me remercie de l'avoir fait. Je me remercie quand même d'avoir fait les démarches pour la crèche. Et j'ai été soutenue par deux amies assistantes sociales qui m'ont fait un conseil, qui m'ont donné un conseil que j'ai trouvé très, très intelligent. Elles m'ont dit, parce que c'est la cata hein, pour les crèches partout, hein, pour inscrire son enfant, elles m'ont dit, fais une lettre de motivation pour expliquer ta situation. Et en deuxième plan, demande à ton médecin s'il peut te faire un certificat médical qui stipule de ton état et si on peut prendre ton enfant tant de temps enfin, autant de jours par semaine à la crèche en fonction de ton besoin. Et C'est ça bon a à été un savoir. conseil Ouais. hyper concret, mais qui m'a méga aidé, qui m'a méga sécurisé. Et on a une chance, alors je dis pas que ça marche à tous les coups, hein, vraiment pas, nous, on a eu du bol, mais ça a fonctionné. Alors, on n'a pas pu choisir les jours qu'on voulait déposer notre fille à la crèche, mais c'était déjà énorme de pouvoir se dire, OK, quand notre fille, elle va naître, parce que moi, j'ai appris, alors que j'étais enceinte, qu'elle avait une place en crèche, donc c'est quelque chose qui m'a déjà permis de Soulager. respirer Ouais. complètement. Donc ça, c'était une première chose. Notamment si on n'a pas de soutien ou de relais familial, c'est important de savoir quelles sont les institutions ou les personnes ressources qui vont pouvoir être présentes. Et typiquement, bah, la crèche, ça a été un premier pan pour nous. Et ensuite, on s'est vraiment dirigé vers tout ce qui était associatif. Alors, partout dans les cantons, les communes ou les villes ou les pays où on vit, ça va être différent, mais il existe des choses, surtout pour les mamans. Enfin voilà, nous, au départ, on a fait appel à, je sais plus l'association, je crois que ça s'appelle Super Maman, mais je suis plus exactement sûre, Oui, je où crois que c'est ça. Ouais. c'est des mamans qui apportent des repas en fait à domicile et c'est juste adorable parce que ils te demandent quelles sont tes intolérances alimentaires, donc on fait attention à ça. Alors que moi, par exemple, je suis sans gluten, sans produits laitiers. On te demande si tu veux que le repas il soit déposé devant ta porte euh, ou est-ce que la personne elle vient, elle prend un petit café avec toi et elle prend le temps d'échanger. Donc il y a des institutions qui existent et après aussi, par exemple, on s'est renseigné pour tout ce qui pouvait exister pour les nuits, des choses comme ça, pour venir en relais. Et il y a plein de choses où on peut avoir peur aussi en se disant mais on n'a pas les moyens parce que nous c'est une de nos problématiques, c'est les moyens financiers. Mais les associations en général elles sont hyper bien pensées à ce niveau-là parce que très souvent tu payes en fonction de ce qui est possible pour toi. Donc on te demande de voilà de regarder tes fiches de salaire ou je ne sais, mais il y a quand même quelque chose qui est assez éthique, tu vois, dans ces associations comme elles sont pensées. Donc je pense que clairement, en amont, il y a des choses à penser dans sa sécurité. Et on reparle de la sécurité. Moi, la sécurité, elle était dans la question du relais.
comment je fais quand je suis pas en état et que Michael est au travail? C'était cette Mhm, vraie question fondamentale. Mais pour d'autres personnes, la question fondamentale, ça va être de vivre dans un endroit qui est acceptable pour eux pour accueillir un enfant. mhm. Et chacun va avoir aussi ses points particuliers où ils vont être sensibles et c'est important de les écouter. C'est vraiment important de les écouter parce que de nouveau, je te parle de cette sécurité. Si tu accueilles un enfant dans un lieu où tu te sens pas bien, si tu accueilles un enfant en te disant il y a personne qui va pouvoir être en relais avec moi, eh ben en fait, même si ta grossesse ou ta parentalité se passe plutôt bien, il va toujours y avoir des espaces de grande angoisse à des endroits où peut-être en amont, ça peut être réfléchi. Oui, Je ne mais sais c'est pas bon si à toi, savoir. tu as des choses qui te viennent en particulier. Bah, c'est marrant parce que moi, je suis passée un peu par toutes ces étapes-là. Tu vois, par exemple, le logement, tu vois, ça a été un questionnement aussi. Parce que, ben, justement, après, voilà, c'est très personnel. Mais moi, ben, je me disais que, par exemple, pour accueillir, tu vois, un enfant, j'aimerais, par exemple, ben, tu vois, qu'il y ait une chambre. Je trouve que ça fait aussi partie, tu vois, par exemple, du projet de faire la chambre, tu vois, etc. Mais ça, encore une fois, c'est les projections, tu vois, de chacun aussi et comment on s'est imaginé les choses, etc. Mais c'est vrai que je pense que ce qui est particulier à l'endométriose, c'est que je pense que déjà, moi, dans un coin de ma tête, le premier truc que j'ai eu, bah, comme on disait tout à l'heure, comme on te parle de ça quand tu es très jeune, c'est déjà bah, d'en entendre parler. Moi, je suis passée un peu par une phase un peu de rebelle en me disant, mais en fait, on m'en parle tout le temps, j'en ai marre qu'on m'en parle. Donc, vous savez quoi? Non, pour l'instant, il n'y a pas de projet bébé comme ça. Vraiment, on me lâche en fait par rapport à ce sujet parce que ça devenait justement trop oppressant en fait pour moi. Et c'est vrai qu'il m'a fallu ben, justement des années. Comme on le disait tout à l'heure, ça peut être intéressant d'être accompagné aussi par quelqu'un. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une psychothérapie aussi justement spécialisée dans la parentalité, où du coup, ben, ça m'a bien permis aussi justement de réfléchir à toutes ces questions en amont. Mais je trouve que c'est intéressant parce que toutes ces questions, je pense que beaucoup de gens se la posent et comme on le disait au départ, n'osent pas forcément en parler. Et je pense qu'effectivement, bah, il y a plusieurs sécurités en fait à prendre en considération. Tu le disais, il y a la sécurité financière. Je pense qu'il y a aussi la sécurité environnementale, en fait, le lieu ou bien l'ambiance aussi, si je peux dire, un peu dans lequel bah, tu veux justement vivre ce projet. Je pense qu'il y a aussi la sécurité émotionnelle. Tu le disais tout à l'heure, je sais que toi, tu as un compagnon pardon, qui est très très présent justement au niveau de la parentalité où vraiment, pour le coup, vous vous complétez très bien aussi. Parce qu'on a tendance souvent à dire, par exemple, qu'un couple, c'est 50-50 et que des parents, tu vois, c'est censé être un peu pareil. Mais moi, je vois plutôt la chose dans le cadre de la maladie chronique, en fait, déjà le couple, dans le cadre de la maladie, je trouve que tu peux jamais être à 50-50. Je trouve que justement, il y a des jours où tu vas pouvoir donner un 20%, tu vois, et l'autre va justement ben, compléter un peu en équilibrant. Il y a des jours où à vous deux, vous n'allez même pas arriver à un 50% et puis bah, c'est OK aussi. Et du coup, je trouve que déjà le questionnement du couple et du projet en tant que tel dans le couple pose questionnement, je trouve, et demande des fois des angoisses, tu vois, par rapport au fait d'être malade, tu vois, chronique et d'avoir ce projet d'être parents ensemble Hmm. en sachant que ben tu vois, tu n'arriveras jamais à être à 100%, tu vois, de tes capacités. En tout cas, tes capacités à 100% ne seront pas forcément les mêmes que le projet de maternité que tu t'étais fait en te disant, moi, tu le disais tout à l'heure, vous mettez beaucoup la pression en tant que maman. Et je pense que c'est aussi dans le projet que tu te fais et dans l'idée, tu vois, et ce qui est réalisable Hmm. aussi, tu vois, après. Et moi, j'ai quand même envie de te dire, parce que quand tu as parlé de mon compagnon et du fait qu'il est très présent et tout ça, et quand je parle des questions d'insécurité et de sécurité, et je vais faire un lien entre eux, de nouveau, pour moi, c'est essentiel de pouvoir avoir des bases de sécurité ou des projections où on sait que ça va être OK pour soi, par exemple, que ce soit telle personne qui s'en occupe tel jour ou je ne sais. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aussi dans la grossesse et dans l'accouchement et dans le postpartum, c'est qu'il arrive plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées. Genre, j'ai mon bassin qui s'est fracturé alors que j'ai accouché physiologiquement dans l'eau et que c'était un accouchement merveilleux, sauf qu'on a découvert que j'avais de l'ostéoporose, donc une maladie de plus, mais on l'a su après, parce qu'au bout de 2 mois où j'arrivais pas à marcher et que je me déplaçais en chaise roulante avec mon bébé que je pouvais pas porter, on a quand même fait un IRM et on s'est rendu compte que j'avais le bassin qui était fracturé. Donc, c'est des Ouais, choses donc même le auxquelles on n'est pas, postpartum. on n'est pas préparé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, Michael, il a fait une dépression postpartum dont il est en train de sortir actuellement, alors que notre fille, elle a 22 mois.
Ouais. Donc, en fait, si je parle de cette question de sécurité, c'est vraiment pas dans l'air. Et si je raconte, si je donne un bout de ce témoignage-là, c'est pas pour faire peur, mais c'est pour dire, quoi qu'il en soit, il va se passer des choses auxquelles on n'est pas préparé tant qu'on l'a pas vécu. Et le postpartum, c'est une période qui est hyper charnière. Vraiment, genre, aujourd'hui, je crois qu'il y a même des études qui montrent que le cerveau des femmes pendant cette Oui, année-là, il est modifié à plein d'égards. Et en fait, c'est une période où on peut être beaucoup plus sensible, où on veut protéger notre territoire. Dès qu'on entend une pique de quelqu'un ou quoi que ce soit, on pourrait aller le mordre tellement hormonalement on est à fond. Enfin, il y a vraiment un truc hyper animal aussi qui sort. Enfin, il y a plein de choses qui sont finalement nouvelles et des choses auxquelles on s'attend pas. Et moi, je me serais jamais attendu que Michael fasse cette dépression postpartum. Et lui qui a toujours justement été un homme aussi très investi dans le foyer, c'est lui qui fait beaucoup plus la cuisine que moi. Enfin, tu vois, je me disais, ah mais c'est super, avec ce compagnon, c'est avec lui que je veux faire un enfant. Et je le regrette absolument pas aujourd'hui, mais qui l'eût cru que tout d'un coup, en effet, lui, pareil, il était dans un 20% et moi aussi, qu'à deux, on faisait un 40%, mais que c'était pas toujours suffisant finalement, tu vois, ouais, pour ouais. tenir le coup. Et c'est de pouvoir accueillir aussi qu'on va pas toujours tenir le coup et que des fois on va chialer sa race et puis on va appeler quelqu'un, on va dire il faut venir prendre mon enfant ce soir pour le faire la nuit avec parce que sinon je vais péter un câble. Et c'est là où c'est important d'avoir des piliers solides en amont. Et typiquement quand tu parles de la question de préparer les choses, bah moi j'ai fait quelque chose que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que j'ai demandé à 5 amis à moi, mes 5 amis les plus proches, d'être les marraines de Billy. Et comme ça, il y a aussi cet aspect de communauté. Donc, vraiment, ce côté, bah, Ouais. ces 5 personnes, je sais que je peux les contacter en cas de besoin, en cas d'urgence, à tout moment. C'est des personnes qui habitent pas non plus hyper loin. Voilà, concrètement, j'avais pensé aussi à demander à une amie qui habite super loin. Mais après, je me suis dit, quel est mon besoin à moi, plus que le Ouais. côté symbolique de ma reine, c'est d'avoir des gens qui soient présents et qui peuvent répondre à une demande à tout C'est moment. une bonne idée, hein, en vrai. C'est une Bah, super je trouvais idée ça parce que chouette. il y a aussi ce fameux dicton, tu vois, qui existe et qui dit qu'il y a besoin Mm. de tout un village, tu vois, pour élever un enfant. Ben, tu vois, au final, ça fait un peu genre toute une famille, en fait, tu vois, que tu te crées autour de toi pour justement pouvoir entourer ton enfant et du coup ses besoins, quoi. Ouais. C'est Donc, vachement de beau. nouveau, c'est comment est-ce que je peux, en sortant un peu de certaines angoisses, essayer de trouver les choses qui, moi, me rassurent dans cette projection, qui, moi, me font du bien, m'apaisent à des endroits. Ouais. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Et ça, c'est à chacun de trouver chez soi, OK, qu'est-ce qui me ferait du bien en fonction des ressources qui existent déjà, de l'entourage qui existe déjà et du contexte, parce que chez chacun, il est complètement différent. Complètement. Mais d'où l'importance peut-être justement de profiter de la grossesse pour préparer ça en amont, pour se retrouver justement bah, en fin de grossesse ou bien en postpartum assez tranquille en fait à plein de sujets différents qu'on a pu régler en fait en amont et qui nous a enlevé du coup des angoisses aussi par la suite. Par exemple, je sais pas si je suis la seule, mais je pense pas. Typiquement dans le cadre de l'endométriose, ben moi j'ai des rendez-vous au centre de la douleur avec des traitements assez invasifs aussi. Ça m'a aussi rassurée, par exemple, quand j'en ai parlé à ma médecin de la douleur qui m'a dit bah, que justement, en fait, on ne le savait pas, mais il y avait plein de traitements en fait conservateurs ou un peu plus invasifs ou autres qui pouvaient être continués pendant la grossesse. Et en fait, ça m'a de Mhm. suite rassurée de me dire, mais en fait, oui, ok, il y a plein de choses en fait qui restent compatibles, qui vont pas me demander, par exemple, d'arrêter mes traitements ou par exemple le traitement de fond comme la physiothérapie. Tu vois, encore une fois, on a tous des besoins différents, donc on a tout un traitement aussi propre à chacune. Mais je me dis que rien que tout ça, tu vois, ça m'a par exemple rassurée pour la suite. Parce que je me suis dit, ah mais ok, en fait, je vais pas être obligée de tout chambouler. Il y a plein de choses que je vais pouvoir continuer à faire. Ça se trouve, il y a des choses pendant la grossesse que j'aurai moins besoin ou plus besoin. Et du coup, ce sera accessible aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ben, typiquement, pour moi, c'est un peu comme ça, tu vois, que j'imagine des ressources, un peu les béquilles, tu vois, qu'on peut avoir. Ben, donc voilà, on disait ben, la sécurité, par exemple, environnementale, la sécurité physique, émotionnelle, le fait, je pense, d'avoir des gens de confiance aussi autour de soi, autant professionnels de santé que justement des proches, si on peut, si on en a autour de nous aussi. On sait qu'on n'a pas tous forcément ben, de la famille et on le disait tout à l'heure, tu vois, toi typiquement, c'est une famille aussi que tu as su créer en fait autour de ça.
Donc je pense qu'en fait, des ressources, on en a beaucoup autour de nous. C'est juste qu'on ne sait pas forcément en fait par où commencer et par où commencer à déblayer un peu le chemin pour. Et je trouve que justement, c'est super d'avoir tous ces conseils parce que ça donne un peu une sorte de guidance sur un cheminement petit à petit sur lequel aller. Et c'est vraiment des super conseils auxquels moi, j'aurais jamais pensé toute seule parce que justement, je suis pas encore assez loin en me rendant compte justement de toutes les possibilités, tu vois, les associations, etc. Une fois que tu as ces infos-là, tu te dis, ah ben oui, tout te semble plus possible et réalisable en Mm. fait aussi. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment pas s'empêcher de consulter des professionnels dans toutes les étapes, tu vois. Aussi, comme tu le disais, typiquement, moi, pendant la grossesse, j'étais suivie par une doula c'était hyper précieux d'avoir ce suivi-là. On faisait de l'hypnothérapie qui m'aidait beaucoup par rapport à mon anxiété. On a fait de l'aptonomie avec Mickaël, qui est vraiment une manière de créer la relation entre le père et le bébé, mais la mère est là forcément. Donc aussi, il y a quelque chose qui se forme qui est très beau. Ensuite, par exemple, quand ma fille, plus tard, elle a commencé là à avoir aussi des phases de colère, tu vois, où tout d'un coup, elle enchaînait 3-4 jours un peu en colère ou comme ça, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez une pédopsie. Je me suis dit, je veux pas du tout attendre que des situations, elles s'installent, simplement parce que j'ai peut-être moins l'énergie et les épaules que certaines personnes d'endurer des situations difficiles sur des jours et des jours. Vraiment, c'est mon seuil de tolérance. Et plutôt que de me dire non, mais voir une pédopsie, il faut attendre qu'il arrive quelque chose de terrible. Pas du tout. Je me suis dit, en fait, j'aimerais pouvoir avoir une personne de référence aussi dans les étapes que va traverser ma fille, parce que je connais pas tout sur l'enfance et pas du tout. Et en fait, simplement d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir déposer et très vite désamorcer des situations. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi quand on est parent et qu'on vit avec des symptômes qui nous mettent déjà dans des états de fragilité, de la fatigue aussi qui est au quotidien, qui est quand même multipliée quand on est parent, hein, et de se dire, bah, en fait, je désamorce au plus vite avec des gens avec Oui. qui je peux déposer et échanger ça sans avoir honte de le faire, parce que, en fait, ça nous permet plus vite de réintégrer notre vie avec force et un peu plus d'énergie que ce que c'était en train de nous pomper juste avant. Et moi, Mhm. vraiment, quand j'ai vécu 4 jours de colère de Billy, j'étais là, un jour de plus, je pète un câble. Je- Donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, je pense, c'est de pouvoir vraiment identifier ses propres limites. Et ça, il y a pas toujours beaucoup de gens qui savent le faire parce qu'il faut quand même pouvoir avoir un bout d'humilité et dire, bah, moi, au bout de 4 jours de colère d'un enfant, je deviens taré, en fait. Mhm. Et souvent, bah, les gens sont là, non, mais à chaque jour suffit sa peine. On a décidé d'avoir un enfant coûte que coûte, faut y aller, faut souffrir. Non, mais faut arrêter, hein. Mhm. Il y a un moment donné, on a juste droit de dire, pour moi, c'est trop. C'est humain et c'est sain. Et je trouve que ça se retrouve aussi beaucoup déjà en tant que malade chronique dans son schéma de soins, en fait, dans les professionnels par lesquels on s'entoure, etc. C'est justement d'avoir cette pluridisciplinarité pour justement ben, pouvoir avoir différentes béquilles. Par exemple, tu sais que selon tes douleurs ou ton état de santé, tu vois, actuel, ben, tu sais que dans telle semaine, tu vois, tu as ton rendez-vous, tu vas pouvoir, par exemple, pouvoir en parler, tu vois, au centre de la douleur. Tu sais que là, tu vas avoir, je te dis n'importe quoi comme ça, mais la physiothérapie, en fait, tout ce qu'on met déjà en place dans notre parcours de soins en tant que malade, c'est justement des petites béquilles, en fait, sur lesquelles s'appuyer. Et le fait qu'elles soient multiples comme ça, ben, ça veut dire que, par exemple, tu vois, dans le cadre de l'endométriose, on est beaucoup à utiliser, par exemple, le TENS, l'électrostimulation. Tu sais que, par exemple, si tu as des douleurs, ben, peut-être que ce soir, ça va te faire du bien de faire un quart d'heure de TENS. Peut-être qu'après, tu mettras un peu de chaud. Peut-être qu'au final, ben, tu t'es aussi rassuré parce que demain, tu auras la physiothérapie. Donc, tu vois, ça te donne aussi au niveau du temps de te dire, bon, ben, voilà, je vais tenir jusqu'à demain matin. Il faut que je trouve des petites astuces, tu vois, jusque-là. Et je trouve que ça se retrouve aussi beaucoup dans cette organisation, j'ai envie de dire, dans cette planification aussi de parentalité, de comment on se projette sur les choses. Ben, c'est de se dire qu'en fait, si on a justement plein de petites astuces comme ça sur lesquelles s'appuyer, euh, ben, en fait, c'est ça qui va nous permettre aussi d'avoir un éventail complet de ressources et de pouvoir aller piocher ben, là où tu en as besoin. Et comme tu disais, toi, juste de pouvoir avoir une personne de référence, tu vois, par exemple, par exemple, au niveau pédopsie, etc. Je pense que c'est aussi rassurant dans ton cheminement quand tu deviens parent et quand tu es malade chronique de savoir ben, que bah, tu peux avoir des ressources aussi à côté que t'es pas. Je pense que déjà, on se met beaucoup la pression en tant que parent, tu disais tout à l'heure. Donc, déjà, bah, de savoir demander de l'aide et de savoir demander un coup de main quand il y en a besoin, je pense que c'est ça aussi ben, qui
qui fait qu'on a encore, tu vois, un peu d'humilité, un peu de pouvoir se remettre en question et de se dire, ben, sur certaines choses, je peux pas y arriver toute seule, tu vois. Ouais, et là, tu parles du TENS. Moi, ça me fait méga écho et je pense que ça peut faire écho à beaucoup de malades qui l'utilisent. Euh, Typiquement, je te parlais de co-régulation tout à l'heure, de pouvoir faire quelque chose qui te fait du bien à toi et qui fait du bien à ton bébé, par exemple. Et ben, typiquement, moi, le TENS, je l'ai énormément utilisé en période postpartum. J'avais des douleurs atroces avec ce bassin fracturé. Et bah, je l'utilisais et ma fille, elle dormait sur moi. Donc Mm. elle se régulait parce que elle était sur Sur, mon corps et elle apportait toute la sécurité du monde. Et moi, en même temps, je faisais quelque chose qui me faisait du bien. Et c'est ça de pouvoir trouver des endroits où il y a ça qui est possible entre l'enfant et le parent. Et tu parlais aussi des rendez-vous médicaux. Et si on veut rester dans des trucs concrets, nos enfants, on peut les prendre à une grande partie des rendez-vous médicaux. Et c'est important de le savoir, ça. Alors, il y en mm, a des fois où c'est je physiquement savais pas pas. possible, hein. Tu Mm. peux pas mettre ton enfant dans un IRM avec toi. Mais chez ton médecin généraliste ou là où tu fais tes certaines infiltrations que je ne sais, tu peux prendre ton enfant. Moi, le premier endroit où je suis sortie, moi j'ai accouché en maison de naissance, mais quand je suis sortie, le premier endroit où je suis allée, c'est à l'hôpital. J'ai fait le truc inverse, mais parce que j'avais fait une hémorragie, il me fallait du fer. Je faisais ma transfusion, ma fille était dans mes bras avec moi, donc on peut prendre nos enfants avec nous. Et il y a des endroits, typiquement les hôpitaux, je pense au HUG à Genève ou comme ça, où tu peux déposer tes enfants à partir d'un certain âge à une sorte de garderie pendant que tu es en Ah rendez-vous. ouais. Donc de nouveau, Ok, la je savais personne même qui pas. est, qui est informée, elle a le pouvoir sur certaines choses. Et c'est pour ça que ça peut être chouette d'aller un peu farfouiller qu'est-ce qui existe pour pouvoir s'aider. C'est franchement, c'est des bonnes infos. Je savais pas du tout. Tu vois, moi qui travaille à l'hôpital, je savais même pas. Justement, je voulais rebondir sur ça. Je sais aussi que par exemple, si on est hospitalisé dans les premières semaines en fait de la naissance de son bébé, ben le bébé peut être avec nous en fait en chambre aussi. Par exemple, quand c'est vraiment les premiers mois après la naissance. Après, bon, ben pas quand voilà ils sont un peu plus grands, etc. Mais c'est vrai que ça peut toujours être utile ou ça peut rassurer aussi certaines personnes ben, de savoir ça, quoi. Après, je pense qu'on le disait tout à l'heure aussi, de pouvoir, bah, d'avoir un couple, en fait, un compagnon aussi sur lequel pouvoir t'appuyer. Je pense que c'est déjà très important, déjà tout court, d'autant plus dans le cadre de la maladie chronique qui fait mais des montagnes russes au niveau des couples la plupart du temps. Et franchement, c'est un sacré challenge de rester accroché à toutes les étapes des montagnes russes. Et je trouve que d'autant plus dans le cadre de la maternité, moi, quand je vois ça, justement, comme ce désir, hein, comme on en parle, ben voilà, qui arrive comme ça, vu que c'est quelque chose euh, dans cette discussion, en tout cas dans la planification, je pense que c'est aussi d'autant plus important d'avoir un compagnon sur lequel, ou une compagne, ou peu importe le schéma familial qu'on a, mais d'avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer et justement de se dire, bah, justement, si un jour je dois être hospitalisée, etc., pas que ce soit une source de stress aussi, et de se dire, mais en fait, il y a le deuxième parent qui est là, qui a fait le bébé au même niveau que moi, donc on est parents au même niveau aussi, et donc de savoir que ton bébé, tu peux le laisser là, tu vois, pendant tes rendez-vous médicaux, ou si tu te fais hospitaliser. Je pense que ça aussi, c'est des choses qui, on parlait tout à l'heure de fondation justement, et un peu ben, de terrain à préparer un peu avant tout ça. Et selon moi, c'est déjà des choses qu'on voit dans un couple en tant que malade chronique, où ben, justement, ben voilà, il y a aussi des étapes comme ça par lesquelles on passe, par lesquelles on préférerait ne pas passer ou que ben, notre compagne ou compagnon de vie ne nous voit pas passer, mais malheureusement c'est le cas. Et je trouve que ça montre souvent aussi une belle preview un peu de ce qui va arriver plus tard si on décide de faire un enfant avec. Je pense que c'est des informations qui sont aussi importantes dans la sécurité justement familiale, environnementale. Parce que moi, j'ai déjà vu des patientes paniquer à l'hôpital en train de dire, mais non, mais moi, si je suis hospitalisée, comment le papa va faire avec le bébé à la Ouais, maison? carrément, Ouais. carrément. Mais ça, c'est Mais plus en un fait, problème de femme, tu vois, je pense, de société, tu vois, voilà, l- qu'on peut là, voir. Mais là, je sors du cadre, mais je sors du cadre de la maladie chronique et je vais sur un point qui est peut-être un peu jugeant de ma part et je suis navrée s'il y a un bout de ça qui transparaît, mais qui est quand même réel et qui m'appartient. C'est si vous sentez pas, s'il y a une part de vous qui doute sur le fait de faire un enfant avec ce ou cette partenaire, je suis pas sûre qu'il faut prendre le risque, mhm, sincèrement, parce que c'est un tel challenge. Je veux dire, même des couples qui sont extrêmement forts, comme je nous considère avec Michael, prennent cher.
On prend cher en devenant parent. Ça bouleverse tout un système. C'est une réalité. Ça veut pas dire que c'est pas la plus belle chose au monde, hein. Moi, je regrette pas un seul jour. Je vis une maternité totalement heureuse. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre cher, en fait? Et je pense que c'est vraiment important de penser ça en amont. Mais là, vraiment, avant de faire le bébé, de se dire, mais est-ce que c'est la bonne personne, en fait? Mhm, mhm. Parce qu'après, c'est trop tard pour se la poser. Et je pense qu'en effet, comme tu dis, en fait, si tu peux même pas avoir confiance en ton ou ta partenaire parce que tu vas être hospitalisé, pour moi, il y a un problème. Mhm. Complètement. Ouais. D'où le fait justement, je pense, de pouvoir aussi réaliser ces choses-là avant pour pas se rajouter non plus en fait des galères un peu quand tu es après, tu vois, genre dans ton projet bébé ou en postpartum. Je pense que tu as vraiment besoin aussi de toutes ces sécurités en fait dont on parlait pour arriver aussi à ce stade de te dire, bon ben ok, voilà, si on revient par exemple un peu dans le cadre de l'endométriose, c'est vrai que tu dis, bon ben voilà, les années sont passées, j'ai pris des traitements hormonaux pendant longtemps. Maintenant, j'arrive à un âge où on parle évidemment dans le cadre du désir, hein, où vraiment on a envie d'un projet bébé, ça y est, on a fait notre cheminement, on sait qu'on veut arrêter les hormones, on sait que on veut se lancer dedans. Ben déjà, il y a toute la peur, rien que par rapport au retour de cycle, le fait de avoir des règles, d'ovuler, etc. Mais ça, c'est encore voilà toute une partie, tu vois, beaucoup plus pragmatique aussi, vraiment sur le projet bébé. Mais il y a aussi tout le après. Et je trouve qu'on a déjà, depuis tout à l'heure, déblayer beaucoup de différents volets et angoisses, tu vois, qu'on peut avoir par rapport à ça. Et tu vois, moi, typiquement, d'un point de vue extérieur, je trouve ça déjà vachement plus rassurant. Je me sens déjà beaucoup plus rassurée. En Et encore fait, une fois, si t'en parles pas avec quelqu'un, tu vois, qui vit aussi la même chose, parce que tu peux, je pense, parler avec plein de monde différents. Il y en a, tout le monde va avoir un discours, tu vois, qui peut différer. Ils vont dire, mais oui, c'est super, oui, c'est très épuisant, mais tu vas voir, c'est un super truc. Et des fois, tu as aussi besoin d'entendre la réalité des choses. Oui, il y a des moments super, il y a des choses incroyables, c'est une des plus belles choses que tu as fait dans ta vie, mais aussi le contre-coup, tu vois, que tu peux avoir et les difficultés qui peuvent en découler, d'autant plus quand on est malade chronique, dans notre cas. Et c'est vrai qu'il y a de hmm, quoi avoir peur quand tu y penses, quand tu te lances dedans. il y a clairement de quoi avoir peur, c'est sûr. Ah, Et voilà, comme je disais, c'est un méga challenge, ça nous met clairement à mal, mais ça nous apporte aussi beaucoup de choses, et c'est aussi bien de le dire. Mais bousculé, on va l'être forcément à un moment donné, que ce soit dans la mhm, grossesse, dans l'accouchement, dans le postpartum. Et moi, ce que j'aimerais aussi de rajouter, que je trouve plutôt optimiste et que j'ai pu faire comme constat dans la question de la maladie chronique et de la parentalité, ou simplement du désir de grossesse, c'est que tout d'un coup, je me suis réapproprié mon corps dans un espace. Tu vois, mon corps, c'était un corps qui était celui qui se rendait aux rendez-vous médicaux, celui qu'on auscultait, celui qui était bizarre, qui rentrait pas dans la norme, et celui qui est en souffrance. Parce que j'ai des douleurs qui sont énormes liées à des troubles digestifs, dont le SIBO, donc des douleurs d'organes de malade, des douleurs de règles de dingue, et vraiment ce truc où toute cette sphère ventre, utérus, ça a toujours été quelque chose de très très compliqué pour moi à gérer, et où je me sentais vraiment à côté, quoi, juste dans la douleur, dans la souffrance, et pas pouvoir être en connexion saine avec cet endroit-là, avec ces endroits-là, et en fait tout d'un coup de pouvoir faire le choix de tomber enceinte, et j'ai eu la chance que ça arrive vite, ça m'a permis de me dire, ah ouais, mais en fait là c'est mon choix, c'est moi qui décide, je ne demande à aucun médecin son avis, pump it up, mhm, vraiment juste en fait c'est ma fucking life. Et ça m'a fait tellement du bien, déjà cet aspect-là. Et l'autre aspect qui m'a fait énormément de bien, c'est que nous, on s'est projeté, donc, comme je te disais, à pouvoir accoucher en maison de naissance de manière entièrement physiologique. Et en fait, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai tellement toujours souffert pendant les périodes de règles, mais genre avec des douleurs à 10 sur 10, couteau dans l'anus, utérus et je ne sais, que tout d'un coup, j'étais là, mais en fait, pour moi, c'est OK d'en chier ma race pour accoucher de mon bébé, parce que je l'ai décidé. En fait, je l'ai décidé. C'est un choix qui m'appartient, alors que ces douleurs de règles ou digestifs, en fait, je ne les décide pas et je le subis totalement et je me sens victime de ça, en mhm. réalité. Alors que là, je me réappropriais le fait que, ouais, je vais en chier, mais c'est pour la plus belle chose au monde, tu vois.
Et c'est tellement bon ça. Alors j'en ai chié pendant 6 heures, mais finalement ça m'a apporté mon bébé. Alors que quand j'ai mes règles, j'en chie pendant des heures et ça m'apporte Il y rien a du tout. rien, hein. Aucune récompense au bout, quoi. Non, Mais oui. zéro. Non, non, et puis je pense que c'est aussi le fait, on contrôle tellement peu de choses, en fait, dans notre quotidien de malade chronique. On décide pas de quand est-ce que nos crises surviennent, quand est-ce qu'on va être en pic de douleur. On voit pas forcément, on voit rien venir, en fait, hein, j'allais dire pas forcément, mais en vrai, on est décisionnaire de rien du tout. Et je trouve qu'il y a ce côté-là aussi, qui est très intéressant, comme tu le disais, parce que typiquement, dans le cadre de l'endométriose, ton corps, tes parties génitales sont tellement médicalisées, en fait, pendant des années Mm. qu'après, bah, tu peux développer aussi d'autres troubles. On en avait déjà parlé ensemble, comme par exemple le vaginisme ou des réflexes du plancher pelvien, des muscles du plancher pelvien, etc. Et c'est vrai que là, de pouvoir te dire qu'en fait, tu as une réappropriation aussi de ton corps à ce niveau-là, c'est déjà un sacré challenge aussi parce que tu essayes de l'avoir dans la sexualité, déjà de manière générale, ce qui est déjà un sacré boulot aussi quand tu es passé ben, justement par cette partie du corps médicalisée. Et je trouve que c'est une belle continuité, tu vois, de dire que ben justement, quand tu es passé par ça au niveau de la sexualité après, ben tu vois que ça se répercute, tu vois, aussi après sur ben, justement cette réappropriation aussi du corps que tu peux avoir au niveau de la maternité. Mm. Je trouve que c'est un cycle, tu vois, assez sympa à voir C'est aussi. clair. Ouais, et moi le médical, je pouvais plus me le blairer en fait. Ouais, ouais, Enfin, vraiment, genre, je juste passais déjà, enfin, je passais 5 rendez-vous par semaine dans des lieux médicalisés. ouais, J'étais donc là, mais en fait, j'en ai juste marre. J'ai envie d'être dans une petite maison avec des fleurs autour et des jolis draps, tu vois, avec des papillons dessus, quoi. Non, mais vraiment, ça fait complètement. un peu cliché, mais juste sortez-moi de ce truc et vendez-moi la petite maison dans la prairie pour ce moment. Mhm. Et alors, ça peut pas toujours marcher. Et de toute façon, jusqu'au bout, je pouvais pas être sûre que j'allais accoucher physiologiquement. On sait très bien qu'on n'a pas non plus de contrôle sur ça. Mais ça a pu se faire. Et il y a vraiment eu ce moment où je me suis dit, waouh, en fait, j'ai décidé, j'ai fait comme j'ai voulu. Et ça, c'était tellement bon. Alors que depuis presque 5 ans, juste, j'en chiais de jamais pouvoir, comme tu dis, décider ou contrôler mon corps. Ouais. Et ça, Moi, il y a c'est une belle revanche. moi, il y a un autre truc qui me vient aussi à l'esprit, une question que je me suis déjà posée et je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question-là aussi quand tu es malade, c'est de te dire, si je fais un enfant, est-ce que je vais lui transmettre? Tu vois, si ça se trouve, Mm. enfin, il y a, tu sais, ce choix autour de la parentalité aussi, je trouve que des fois, tu peux être justement tiraillé entre ce truc-là, tu vois, genre, typiquement dans le cadre de l'endométriose, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir la réflexion et de me dire, oui, je veux un enfant, mais par contre, imagine, j'ai une fille, et si après, elle a l'endométriose, tu vois, à cause de moi. Mm. Mm. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce ressenti-là. On sait que dans le cadre de la maladie, on a souvent déjà tu vois, une sorte de culpabilité, toujours un peu de pas pouvoir faire les choses comme tout le monde, autant que les autres, etc. Et je me dis, c'est fou des fois de voir à quel point la culpabilité, elle peut aller loin aussi sur un truc qui s'est pas encore produit, qui se produira peut-être pas, mais tu vois, d'avoir quand même ça en tête, tu vois, d'en avoir conscience. Je trouve que c'est quand même, oui, ça a un côté un peu consciencieux, tu vois, de dire, ben d'accord, Mm. je veux, etc. Mais il faut penser aussi au côté un peu ben, logistique aussi à côté, le côté technique et au niveau des gènes, ben comment, tu vois, de dépasser aussi ce questionnement-là. Je sais pas si toi tu l'as eu. Bah, déjà, j'ai envie de rebondir sur le truc de on ne peut pas faire comme tout le monde. Et j'ai envie de te dire tant mieux. Ouais. Moi, je suis ravie de pas ressembler à tout le monde, Mhm. personnellement. Parce que quand je vois le monde qui m'entoure, je suis là, je suis vraiment très contente de pas être tout le monde. Donc c'est une première chose de pouvoir se dire c'est ok de pas être tout le monde. Et ça peut même être mieux, alors Mhm. même qu'on est malade. Vraiment se réapproprier ces choses, ces pensées-là. Et alors oui, je me suis posé la question, je me la suis posée à un autre niveau plus que les différentes maladies que j'avais. Alors parce que la maladie neurologique, moi, c'est une maladie hyper rare. On ne sait pas si elle est héréditaire ou pas. Après, on sait très bien qu'on transmet des terrains, hein, ça c'est une évidence. Mhm. Et alors la maladie, le SIBO que j'ai, la maladie donc intestinale, je me suis jamais trop posé la question. Alors que ma fille, elle a des grosses fragilités à ce niveau-là maintenant aussi. Et par contre, c'était plus au niveau psy, parce que dans ma famille, il y a énormément de personnes qui vivent avec des troubles psy. Et donc, on Ok. sait, hein, ça peut même sauter de génération en génération, enfin, tu vois. Et donc, bah, je me suis quand même posé cette question-là, tu vois. Et mais vite fait, ça m'a traversé vite fait. Michael, ça l'a un petit peu plus, c'est un peu plus resté avec lui. Et moi, je lui ai toujours dit, mais en fait, on est outillé pour ça.
On est outillé parce que, en fait, à la différence des autres générations aussi que nos parents, comme ça, où tout d'un coup ils étaient diagnostiqués hyper tard, ils ont été dans des errances médicales, ils ont essayé de surcompenser, se suradapter à un monde, enfin des trucs horribles, tu vois. Eh ben, je me dis, mais nous, on a les outils pour finalement identifier assez vite ce qui se passe, de pouvoir en parler, de pouvoir justement se diriger vers des professionnels. Qui peut mieux parler à ta fille d'endométriose que toi? Oui, c'est vrai. Ouais, Sincèrement, c'est une c'est vrai. réalité. Et j'entends qu'on ne veut pas transmettre de souffrance, mais je pense qu'en tant que parents, malgré nous, on est obligé d'accepter que des souffrances, on va en transmettre, qu'elles soient de l'ordre de notre utérus ou d'ailleurs, parce qu'on n'est pas des parents parfaits. Mais Mhm. c'est comment on aide nos enfants à traverser ça, comment on les outille pour ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est plus rassurant aussi de te dire que t'as pas besoin, tu vois, que tout soit parfait. Typiquement, bah, on Non. parlait tout à l'heure qu'on peut aussi se faire aider, tu vois, sur une psychothérapie, etc. C'est super de vouloir travailler sur plein de choses, mais on pourra jamais être parfait sur tout. On pourra jamais être à jour sur tout non plus. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que plus je me projette justement dans ce projet d'enfant, de désir de maternité, etc. Et plus je deviens un peu plus tolérante avec moi-même en me disant, bah, tu vois, tu fais déjà plein de choses, tu vas à tous tes rendez-vous médicaux, tu vois, tu fais déjà du mieux que tu peux. Tu as essayé justement, bah, comme on le disait, d'avoir au maximum de petites béquilles autour de toi. Et donc, tu vois, tu as, tous tes petits outils là, tu vois, qui sont à côté. Tu pioches quand tu en as besoin. Et en fait, je trouve que justement, plus tu as ça autour de toi, plus c'est rassurant. Parce que tu sais que tu pourras aller piocher à un moment donné. Tu sais, c'est un peu comme un Tamagotchi, tu vois, genre que tu continues un peu à nourrir tous les jours. Ben, tu vois, les Tamagotchi, les plus jeunes ne connaîtront pas, c'est un truc ancien, mais tu vois, c'est un peu. Je trouve qu'il y a ce côté-là où en fait, le fait d'avoir des ressources va te donner dans tous les cas plus de vitalité, tu vois, aussi, ou d'énergie, tu vois, sur certains moments, alors que tu n'auras pas forcément les cuillères ou l'énergie en vital, tu vois, en physique, mais par contre que ça peut t'aider quand même à pouvoir ouais, te débrouiller en fait avec tout l'ensemble que tu as en face, quoi. Oui, et je pense qu'une fois que tu as identifié tes ressources qui sont des ressources où t'en as presque besoin pour fonctionner, en fait. Je peux encore nommer un truc concret par rapport à ça. Moi, le soir, c'est out, c'est impossible de faire à manger ou quoi que ce soit. Et ben, du coup, tout est préparé en amont, congelé. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent s'aider. Mais une fois que tu as identifié tes ressources qui t'aident pour le concret et qui t'aident dans vraiment comment gérer un quotidien sur des trucs où t'as pas le choix, genre tu dois nourrir ton enfant, sinon c'est de la maltraitance, tu vois. Mhm. Eh ben, après, et ça arrive pas forcément tout de suite en postpartum parce que c'est voilà, c'est une bulle un peu particulière, mais c'est comment identifier ces ressources individuelles et qui sont des choses qui t'apportent quelque chose et qui ne sont pas juste des ressources qui te permettent de tenir dans un quotidien, mais qui sont des choses qui te permettent vraiment de te nourrir et de te faire du bien. Et de nouveau, postpartum, il y a quelques mois où c'est très 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 compliqué de mettre ces choses-là en place. Enfin voilà, le bébé il est collé à ton sein ou à ta cuisse, à ton biberon, enfin voilà, à peu près H24. Mais c'est vraiment cette question, comment à un moment donné, je peux aussi me reconnecter à des choses qui me font du bien, que ce soit du sport, de la méditation, de l'auto-hypnose, aller boire un verre avec des potes, j'en sais rien. Qu'est-ce qui est possible pour soi, mais qui te nourrissent et qui te permettent pas juste de tenir un quotidien, mais qui vraiment donnent du plaisir. Ouais. Retrouver cette notion de plaisir. Et c'est ce qui est difficile au début aussi quand on tombe malade déjà, parce qu'on n'arrive plus à reconnecter à ces endroits-là. Et quand on tombe enceinte et ensuite on donne la vie, c'est d'autant plus compliqué parce qu'en fait, on a un enfant qui a besoin de nous en permanence. Mhm. Et je pense qu'il y a un moment donné, on a besoin de retrouver ces choses-là. Et c'est pour ça que je pense qu'un des secrets sur à peu près tout, c'est de pouvoir toujours identifier ses limites, repérer ses ressources, se mettre en sécurité. C'est des trucs hyper basiques, mais en fait, des fois, on met des années à savoir pour Ouais, chacun. Surtout complètement. que la maladie, elle nous happe et elle nous sort tout le temps de ça. Ou Mhm. tout d'un coup, t'es là genre, ah, je pensais avoir identifié une ressource, sauf qu'en fait, par exemple, Ah genre, ben non. aller boire un verre avec un pote, puis en fait, le lendemain, t'en chies tellement que t'es là genre, non, mais c'est tout sauf une ressource, en fait. Mhm. Et Complètement. c'est de pouvoir retrouver ces trucs. Et moi, personnellement, l'arrivée de ma fille, ça m'a permis de me connecter à des trucs que j'avais pas forcément pu avant, comme justement aller dans la nature ou faire des créations ou des choses comme ça. Tout d'un coup, j'étais là, ah, mais en fait, ça me fait du bien quand je fais ça, Mhm. même quand je suis mal, symptomatiquement parlant. Et je trouve ça beau aussi, parce qu'il t'apporte des choses nouvelles. Complètement. Non, non, c'est clair. Je sais pas si on va en profiter peut-être pour demander si jamais il y a des questions.
si certains veulent parler d'un sujet particulier ou je sais pas. Nous, on en est où dans notre... je sais pas si tu... Ah, bah, des choses à dire, on en aurait toujours. Ah oui, nous, on peut aller loin encore, hein. Après, c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir des questions pour avoir des réponses qui répondent directement aux personnes, ça c'est sûr. Mais on peut aussi toujours se lancer sur des trucs, ou toi, si tu as encore des sujets par rapport à ta parentalité future, voilà, Je on entend les réfléchis. oiseaux au loin. Oui, bah, il y a mon jardin, hein. La porte est ouverte. Euh, Moi, je En tout pense cas, surtout, je pense ouais. qu'il y a un lien, enfin, je trouve qu'il y a quand même un lien aussi avec le fait que déjà dans la maladie chronique, le fait de mieux te connaître fait que tu as une meilleure prise en charge. Tu vois, plus tu es actif du coup dans ta prise en charge, plus tu donnes tes limites aussi aux équipes qui t'entourent, à ton entourage, etc. Et plus tu gagnes quand même en qualité. Mm. Tu vois, donc je trouve que ça a un certain sens aussi de continuité d'apprentissage aussi sur soi-même, tu vois, et d'évolution. On le disait tout à l'heure, comme la maladie évolue aussi beaucoup, bah, on évolue aussi beaucoup avec la maladie en même temps, soit parce qu'on n'a pas le choix, soit parce qu'il faut évoluer et grandir à un moment donné, quoi. Mais c'est vrai que je trouve ça vachement rassurant, en fait, cette conversation de ce soir. Bizarrement, j'ai beaucoup moins de peur, en fait, plus, plus de la colle, je ne sais pas. Euh, Mais Ouais, ouais, du coup, je trouve ça vachement rassurant, en fait, de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Hmm. Après, tu disais un truc, tu disais souvent, bah, on sait un peu plus où on en est. Je sais pas comment tu as dit ça, mais quand on est malade, on sait plus comment on fonctionne ou des choses comme ça. Bah, c'est de connaître son propre fonctionnement Ouais, on aussi. connaît son Ouais, fonctionnement, mais tous les malades ne l'écoutent pas. oui, c'est vrai. Et même nous-mêmes, hein, on n'écoute pas toujours, hein. On sait Mhm. comment on fonctionne, mais on n'écoute pas toujours. C'est Donc, clair. c'est de pouvoir aussi un peu plus s'écouter. Et comme au final, on va le faire avec un enfant, c'est qu'on va écouter ses besoins. Et je pense que pour pouvoir écouter les besoins d'un enfant, il faut pouvoir écouter les siens avant. Et donc, c'est aussi tout ce travail de comment je réidentifie mes besoins et je les écoute, surtout Mhm. pour faire la même chose aussi avec mon enfant parce qu'il aura besoin de ça aussi. Et, euh, et voilà, on a parlé des choses difficiles, enfin pas des choses forcément difficiles, mais de tout ce qu'on aurait besoin et qui sont des choses des fois un peu anxiogènes. Et il y a des passages difficiles et quand tu les vivras, tu penseras à moi et tu prendras ton téléphone et tu m'appelleras Grave. et tu diras en fait, j'en peux plus, je sais plus comment je vais faire. Et dis-toi que c'est normal. Moi, j'en ai vécu plein des moments comme ça où je me suis dit, mais comment je vais faire pour avancer? Et finalement, aujourd'hui, c'est la plus belle chose de ma vie. Mais c'est pas noir ou blanc, c'est hyper Oui. nuancé et comme la maladie, c'est des montagnes russes, il y a des moments où tu te dis je vais jamais y arriver, après t'es là genre mais mon Dieu c'est incroyable et ça fait un peu cet effet-là. Mais je pense qu'on peut parler aussi de l'aspect très positif. En tout cas, moi ma fille elle m'a connectée à de la joie, tu vois vraiment cette joie que j'avais perdue en tombant malade. Il y a quelque chose qui s'est assombri chez moi. Tout d'un coup, la vie elle avait vraiment une saveur très particulière. Et, euh, et je reconnecte maintenant à des espaces de joie parce que je deviens une petite fille. Tu vois, moi, je n'ai jamais été une petite fille. Et tout d'un coup, je deviens une petite fille parce que à chaque fois que j'amène ma fille à la crèche, je lui propose qu'on saute sur tous les bouts de goudron qui sont hyper noircis. On saute dessus et on dit îlot de sécurité. Et on saute comme des tarés là-dessus. Et il est 7 heures du mat ou 8 heures ou 9 heures. Et puis on est là en train de sauter comme ça. Et puis les gens nous regardent en allant au boulot et se disent qu'on est certainement complètement folle. Et en fait, je trouve il y a vraiment des choses, si on arrive à être en présence à son enfant, à soi, à là où on en est chacun, il y a des choses magnifiques qui sortent. Vraiment Mhm. de créativité, de joie, de bonheur, de pleurs, de rire. Mais il faut pouvoir se connecter à ça. Il faut pouvoir Ouais. être attentif à s'y connecter. Et des fois, c'est pas simple parce que la maladie, parce que le postpartum, ça nous met dans des endroits qui sont super sombres. C'est une réalité, Mhm. hein. Et de pouvoir rester attentif et vigilant à ça aussi. C'est chouette. Mais c'est vrai que tu vois, avant, je comprenais pas forcément, tu sais, quand les gens ils te disaient, mais tu vas voir, le besoin, il est viscéral, tu le ressens en fait de suite, etc. Et pour avoir fait un grand cheminement sur la maternité de manière générale, je trouve que effectivement, une fois que, que,
enfin, je trouve que ça t'apporte aussi beaucoup de choses, Mm. cette envie, tu vois, de bébé. Je trouve que ça réveille beaucoup de choses aussi en soi, comme par exemple le fait de vouloir travailler sur certaines choses. Donc, tu disais, des fois, ça peut emmener aussi un côté, tu vois, un peu plus sombre au niveau émotionnel. Mais je trouve que aussi, à contrario, ça réveille beaucoup de choses positives. Mm. Tu vois, cette envie. J'ai déjà entendu aussi des gens en parler, tu vois, dans ce sens-là, tu sais, quand tu réalises ben voilà, que tu as envie de fonder ta famille, tu vois, que tu veux le faire vraiment avec la personne que tu aimes. Je trouve que c'est révélateur aussi de beaucoup de choses. Tu vois, alors on rappelle effectivement qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants, qu'on a le droit de ne pas en vouloir, qu'on a le droit de ne jamais vouloir de projet bébé, on préfère, enfin voilà, on a le droit à toutes les Mm. variantes possibles et inimaginables. On peut aussi passer par plein de variantes différentes, hein, être persuadé de ne pas en vouloir, finalement se rendre compte que oui, enfin je veux dire, tout est ok, acceptable et il n'y a rien de normalisé ou quoi. Mais c'est vrai que du coup, je trouve ça aussi agréable comme ressenti, tu vois, à avoir. Moi qui n'ai Mm. jamais eu ce truc-là, tu sais, un peu de ça semble sensé. Enfin, tu vois, c'est tellement logique. Tu vois, il y a des gens qui me disent, mais moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours su que je voulais être maman, j'ai toujours su que ce serait le rôle de ma vie, etc. Et je trouve que ça fait aussi partie justement ben, de tout le cheminement en fait dans la maladie, de se poser en fait toutes ces questions-là, peu importe le bout du chemin vers lequel on arrive, de se dire bah, en fait j'en veux pas du tout, en fait si j'en veux, je trouve que c'est déjà un beau trajet en fait en soi à faire, même si ça réveille beaucoup d'insécurité et d'angoisse, je trouve que c'est quand même beau à vivre. Donc peut-être que je Mm. dirai pas la même chose quand je serai en projet bébé, mais en tout cas le Ouais, c'est ressentir là où en t'en es pré, maintenant. ouais, c'est très C'est ça qui est agréable. intéressant. Je trouve que c'est très, même cette ambivalence qui peut être vraiment déstabilisante. Je trouve que ça a un côté très agréable aussi. Donc, c'est sympa à vivre également, je trouve, en tout cas pour ma part, tu vois. Je sais pas Ouais. si les gens seront d'accord, mais c'est ma conclusion à moi, quoi. Bah, trop bien. C'est chouette d'avoir des photographies de ce qu'on vit à un instant T et c'est ce qui est là maintenant et c'est ça qui est important, quoi. Hmm. Complètement. Et bah moi, il y a un truc auquel je voulais peut-être terminer si on n'a pas de questions d'ici là. C'est vraiment cette question de pouvoir nommer avec les enfants ce qui est vécu et je pense dès le plus jeune âge. Et bah toi-même, tu le sais, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi je la vois. Je l'ai vraiment écrit à la base pour bah je me disais, j'aimerais pouvoir avoir un outil quand j'aurai des enfants pour pouvoir exprimer ce qui se passe chez leur mère sur le fait que des fois, bah, elle sera extrêmement fatiguée, des fois, elle va pas pouvoir partager telle activité avec eux, mais des fois, oui. Et montrer justement un peu bah, cette dissonance qu'il peut y avoir dans un quotidien et pouvoir le nommer, parce que je pense que toutes les choses qui ne sont pas nommées sont ressenties par les enfants. Je suis absolument persuadée de ça. Et le fait de pouvoir le faire avec un outil qui est à la fois doux, poétique, créatif, eh ben, c'était pour moi vraiment la petite pierre le petit jalon que je pouvais poser aussi en amont pour accueillir des enfants. Et, euh, et voilà, ça a été, pour moi, ça a été un travail presque thérapeutique de le faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'utilisent dans la relation à leurs enfants juste pour désamorcer leurs angoisses, l'angoisse des enfants de Ouais. dire, mais qu'est-ce qui va t'arriver, maman, mais tu vas mourir, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que les enfants, ils prennent beaucoup de responsabilités par rapport à ça. Et de pouvoir, en tant qu'adulte, leur montrer que non, ils sont pas responsables, mais voilà qu'est-ce qui se passe pour nous. Mhm. Et ben, je pense que c'est un vrai cadeau de leur faire ça. Donc, Complètement. Et voilà. je trouve que c'est un super cadeau aussi pour les prochaines générations aussi, tu vois. Typiquement, moi qui n'ai pas encore d'enfant, ça m'est arrivé par exemple d'être devant mes neveux et nièces, tu vois, qui demandent mais qu'est-ce qu'elle a Tati, pourquoi elle a bobo au ventre. Bah, tu vois, typiquement maintenant à chaque fois que je vais les voir, j'ai ton livre qui est avec moi, je leur lis, tu vois l'histoire, je leur montre et je leur dis bah tu vois, là la maman elle a des douleurs. Qu'est-ce que Chromie elle dit? Comment est-ce qu'elle explique? Et d'ailleurs, ça justement, tu feras un live prochainement, donc avec Fanny du coup de Sando également, avec qui vous allez faire un live sur le après, justement sur une fois que tu as les enfants, ben, comment est-ce que tu peux utiliser les outils comme par exemple ton livre pour pouvoir sensibiliser ben, justement ses propres enfants, les enfants dans son entourage ou quoi que ce soit, à comprendre qu'est-ce que c'est la douleur, pourquoi est-ce qu'on peut avoir un parent qui est malade et ben, comment on s'organise aussi en fonction et vraiment bah, merci parce que ça nous donne un outil en fait de plus aussi à ne pas s'inquiéter parce qu'on sait qu'il existe et qu'on pourra l'utiliser un jour. Donc, rien que ça, c'est super rassurant, quoi, tu Mm. vois. Trop bien. Et peut-être pour rappeler aussi les ressources aux personnes qui nous écoutent,
Nous, on a fait un épisode ensemble sur le podcast Les Invisibles, du coup Oui, l'épisode 19 sur le vaginisme, l'endométriose, donc toutes ces questions-là aussi voilà, qui peuvent intéresser les personnes qui sont présentes ce soir. Et puis avec Michael, mon mari, on a aussi fait un live sur la parentalité et la maladie chronique, donc il est aussi sur le podcast Les Invisibles. Donc faut pas hésiter à aller justement aussi se renseigner par ce genre de biais-là. Nos interviews, nos lives, nos ressources écrites. Enfin voilà, il y a des choses qu'on fait au travers de nos associations et qui deviennent vraiment des outils pour les gens et les familles et futures familles. complètement. Mais en tout cas, écoute, merci beaucoup, c'était génial. Je me suis régalée. Ouais, merci à J'espère que toi toi. aussi. Je pense qu'on a un peu survolé quand même tous les sujets, tous les thèmes à peu près. Je ne sais pas si tu penses à quelque chose un peu de particulier dont on n'a pas parlé. Je pense qu'on a à peu Non, près, ouais, on a bien fait le tour de tout ça. C'est c'est vrai que de toute clair. façon, c'est des questions qui demandent énormément de réflexion. Si jamais, donc ce live restera disponible du coup sur la page donc du coup de l'association S&O. Vous pourrez aussi nous mettre des commentaires si jamais. Et puis s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, des sujets qu'on n'a pas abordés, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et on pourra aussi répondre peut-être pour que les autres puissent voir aussi si d'autres personnes se posent des questions similaires. Mm. N'hésitez pas aussi à suivre du coup l'association de Tamara si ce n'est pas déjà le cas, qui justement fait tout pour sensibiliser justement sur tout type de handicap invisible. Donc vraiment bravo et merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Sarah. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Oui. Et puis Bonne soirée. bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Bye bye. Ciao.